Thomas, à vous. Oui, rebonjour Marco. Je salue aussi nos deux nouveaux invités. Il s'agit de Pierre Marage et Gérard Mugemangango qui étaient venus nous voir il y a très longtemps et qui revient cette fois-ci. C'est aussi un gage de fidélité par rapport à un parti politique qui, soit dit en passant, n'est pas un parti facile. Le PTB, oui, le PTB c'est un parti difficile. C'est-à-dire, je parle de difficulté en disant qu'il faut quand même tenir, parce que le regard des gens qui évoluent positivement aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas il y a un certain nombre de temps. Mais je vous laisse quand même vous présenter. Monsieur Pierre Marage, c'est la première fois qu'on vous voit. Qui êtes-vous voilà. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Alors, je me présente effectivement brièvement. J'ai 68 ans, je suis physicien. J'ai fait toute ma carrière comme professeur et chercheur de physique à l'ULB. J'ai aussi été doyen de la faculté des sciences et j'ai été vice-recteur de l'ULB pour la recherche. Donc je suis assez connu dans le milieu académique, je peux le dire. Et j'ai décidé de rejoindre le PTB pour cette campagne. Je suis candidat en fait à la Chambre pour ces élections. Parce que je pense que le PTB mérite effectivement d'attirer aussi des personnalités qui sortent de son ère de recrutement traditionnel, où le PTB est très bien implanté dans les syndicats, dans les entreprises, dans les milieux associatifs, dans les milieux solidarité, mais je pense que c'est pas mal non plus que d'autres personnes franchissent le pas, ce qui a été mon cas. Je peux expliquer brièvement les raisons pour lesquelles je fais en 3 mots. Non, avant que vous n'alliez plus loin, je n'ai pas l'impression que c'est si, comment dirais-je, c'est si bizarre que l'on retrouve des gens comme vous dans le PTB. Je pense que les mouvements de gauche assez radicaux, depuis toujours, il y a toujours eu des ouvriers, mais aussi des intellectuels. C'est vrai, c'est évidemment une tradition d'engagement intellectuel. Ce qui fait ma carrière comme chercheur, c'est l'amour du savoir, mais pas seulement l'amour du savoir désincarné, c'est aussi l'attraction pour les personnes, la pâte humaine, la richesse humaine. Et évidemment, ça c'est ce que je retrouve au PTB. Donc d'une part des analyses que je trouve très très intéressantes. Je dois dire que le programme du PTB que j'ai lu, c'est 250 pages, très fouillé, très cohérent, très intelligent. Je dois dire que j'ai même été un peu surpris parce que je l'ai suivi avant de loin quand j'étais engagé professionnellement. Mais c'est aussi des rencontres exceptionnellement riches avec des personnalités de tous les milieux. Qu'est-ce qui peut expliquer, avant de retrouver Gérard, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait ce regard distant des milieux, que ce soit intellectuels, politiques en Belgique, de monsieur tout le monde, vis-à-vis de ce parti que vous commencez à trouver très cohérent à partir du moment où vous rentrez dedans? Mais je pense qu'il y a effectivement tout un discours qui est tenu autour du PTB, que ce serait un parti extrémiste, qui ne sait que détruire, qui ne sait pas proposer, alors que justement, je viens de vous dire, je pense que c'est une de ses forces. Bien sûr, le programme du PTB n'est pas un programme facile, parce que ce n'est pas un programme de promettre des multitudes de choses, et puis une fois se retrouver au gouvernement, ou avoir des postes d'échevin, où on peut vraiment avoir du pouvoir et s'enrichir à bon compte, et faire le contraire de ce qu'on avait promis. C'est effectivement clairement un parti qui se construit, depuis que je le suis quand même d'un peu loin, depuis des années, qui se construit dans la longue durée, vraiment dans l'implantation, dans tous les milieux de la population. Et en particulier, je dois dire que moi je trouve que j'ai d'excellents retours de mes collègues de l'université, qui ne partagent pas nécessairement tous, évidemment, bien sûr, les positions du PTB, bien qu'un certain nombre m'ont dit, oui, bon, on va voter PTB, ça c'était acquis, mais qui trouvent intéressant que des voix comme la mienne s'expriment aussi dans le cadre du PTB. On a constaté quand même ces derniers temps, aux dernières élections en tout cas, une percée du PTB dans le paysage politique belge, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Vous êtes entré dans pratiquement tous les hémicycles, dans les conseils communaux, à la région, et même au fédéral. Pourquoi maintenant ? En tout cas, ça fait 40 ans que le PTB existe, effectivement, donc c'est un parti qui s'est construit. Qu'est-ce qui a changé pour que vous entriez, pour que les gens se disent non, on va quand même porter ces gens-là, c'est une très bonne question. Les obliger à mettre la main, comment dirais-je, dans la pâte, et pas seulement parler?
Mais, donc, il y a deux aspects. C'est qu'effectivement, donc c'est un parti qui s'est construit effectivement à partir d'intellectuels et des gens du monde ouvrier. Donc c'est vraiment des gens de l'université qui sont un jour dit, il y a un vrai problème, on doit le résoudre. Ils ont été voir les travailleurs pour essayer de le résoudre ensemble. Donc on a un parti qui a effectivement des liens très forts avec le monde du travail. On est par exemple le seul parti qui a loin des piquets de grève, par exemple, hein, donc, pour être très clair. Mais effectivement, on se rendait compte que notre message, même s'il était correct, compréhensible, intelligible pour une certaine partie des gens, pour la plus grande partie des travailleurs, ça ne l'était pas. Et donc, à partir de 2008, c'est initié une réflexion dans laquelle on s'est dit, effectivement, il faut qu'on trouve effectivement des manières d'être vraiment beaucoup plus au contact avec ce que comprennent les gens, avec leur réalité. Et c'est un peu cette modification qu'on a fait dans notre manière de travailler. C'est une chose. L'autre aspect, c'est qu'on a été effectivement involontairement aidé par la crise qu'on avait prévue. Donc depuis 2008, la situation est très grave dans le monde et en Belgique évidemment en particulier, où effectivement la réponse des partis traditionnels, ça a été l'austérité, ça a été au lieu de faire payer les banques et les 2% les plus riches de Belgique, on a fait payer les travailleurs. Donc effectivement, on a de plus en plus de gens qui cherchent des alternatives. Et donc voilà, nous on veut effectivement jouer notre rôle là-dedans, et on veut certainement pas que ces alternatives aboutissent au courant nationaliste qu'on connaît maintenant en Belgique. Et donc je pense que là-dessus on a pris nos responsabilités. Et donc si on pose la question par exemple du vote utile, le fait que le PTB soit là avec ses idées, que ces idées sont beaucoup plus connues et beaucoup plus distribuées dans les médias, ça oblige tous les autres partis à devenir un peu plus à gauche. D'ailleurs, dans les débats, le PS et le Écolo n'hésitent pas à dire qu'ils sont devenus anticapitalistes. Donc c'est rien que le fait que ce débat-là sur le système dans lequel on vit peut maintenant être dit de manière publique, alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, on aurait dit « Oh, mais vous dites n'importe quoi !» Rien que le fait qu'il y ait ces débats d'idées, c'est déjà une très très bonne chose de voter, de soutenir le PTB. On a vu donc ce résultat très positif pour vous, mais concrètement ça a été dur, hein, comme vous venez de le dire. Vous venez avec des idées, rien que ça pour vous c'est positif, mais quelque part est-ce qu'on peut se dire que c'est arrivé trop vite parce que rentrant dans les conseils communaux par-ci par-là, mais c'était difficile d'arriver quand même à nouer, on est en Belgique, donc il faut s'entendre avec les autres. Est-ce que Manage, ceci n'est pas arrivé? Vous êtes monté pratiquement nulle part, comment dirais-je, dans les majorités. C'est quand même, c'est arrivé trop vite ce succès? D'abord, je pense que ce succès est vraiment lié à un sentiment de révolte qui est dans une grande partie de la population par rapport à l'injustice. La question d'équité, c'est vraiment un moteur, et beaucoup, je crois, dans la population se rendent compte que la parole du PTB est une parole juste, équitable, socialement juste, fiscalement juste, et très consciente aussi des dimensions climatiques. D'où le soutien que le PTB a obtenu. Maintenant, le PTB reste quand même très marginal à tous les niveaux de pouvoir. Alors, moi je connais bien Paul Magnette, c'est quelqu'un de très grande qualité, mais quand il propose au PTB de monter dans la majorité à Charleroi, où le PS détient la majorité absolue, c'est presque une plaisanterie. Ça veut vraiment dire venir faire la 5e roue de la charrette. Quelle est la partie du programme du PTB qui aurait pu passer? Quand on propose de diminuer le nombre d'échevins en montant dans les majorités, s'il y a un rapport de force avec le SPA, comme c'est le cas par exemple à Zelzate, ça peut se faire. Si on est dans une situation déséquilibrée, c'est vraiment pour jouer un rôle. À Molenbeek, c'était possible. Pas sur cette question-là, par exemple. Voilà. Justement, il y a toute une série de questions qui ont été d'office barrées par les habitudes, par les traditions, avec des gens de qualité. Moi, je ne parle pas des gens d'Écolo ou du PS, il y a des gens de très grande qualité parmi eux, mais il y a toute une logique de s'adapter au système dans lequel on vit, alors que le PTB veut monter au pouvoir, évidemment, mais pour réaliser les mesures les plus importantes de son programme. Et ce sont des mesures qui ne sont pas simplement de promettre de raser gratis, mais il faut aussi aller chercher des financements pour ces mesures. Et donc vous n'acceptez de monter au pouvoir que si une bonne partie de vos mesures doivent être appliquées, mais en même temps, si vous exigez cela, vous devrez aussi recevoir de la population comment dirais-je, la bénédiction, c'est-à-dire le résultat qui va vous permettre de faire cela. C'est pas pour demain. Je ne pense pas qu'on vise des majorités absolues, mais on vise des rapports de force suffisamment puissants pour permettre de discuter jusqu'à un certain point en termes d'égalité avec les autres partis. Et on a que certains des points importants
de notre programme, comme la taxe sur les millionnaires, par exemple, comme la régulation des loyers, que certains éléments importants soient acceptés, alors on ne va pas faire passer tout notre programme. Non, mais pas du tout, bien sûr, évidemment. les éléments essentiels. Donc nous recherchons... Gérard, je parlais de Molenbeek, Oui. c'est-à-dire de Bruxelles. Tout à fait. Donc, juste quand même pour clarifier, effectivement, donc on n'est pas du tout contre le fait de monter dans des majorités, puisqu'on l'a fait pendant 6 ans à Borgerhout, donc à Anvers, et on l'a fait maintenant à Zelzat. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que dans la campagne actuelle, on entend beaucoup le PTB ne veut pas monter dans la majorité, alors qu'on le fait. Maintenant, on recherche absolument le consensus, donc c'est clair qu'on va essayer de discuter pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais on ne veut pas se retrouver non plus dans la situation de partis comme Écolo, par exemple, qui est dans la politique en Belgique depuis 1989, qui a même eu des ministères. Et pourtant, la Belgique est dans les 3 pays le pire du monde en termes de transition climatique. Donc on ne veut pas être là pour dire aux gens, donc on a quand même eu une ministre écolo qui a privatisé la SNCB et qui a fait en sorte que ce soit plus cher. Donc c'est exactement le contraire de ce à quoi elle s'était engagée. Donc on est quand même devant un gouvernement d'Irupo qui a créé la chasse aux chômeurs. Donc ce genre on peut faire un certain écart, mais on ne va pas faire de grands écarts comme ça, sinon on est dans le mensonge. Et donc nous on veut vraiment être... De l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que vous avez justement peur de monter dans les majorités pour ne pas disparaître? C'est-à-dire, les forces centrifuges sont-elles à l'intérieur du pouvoir que vous vous dites mieux vaut rester dehors que finalement de monter? Non, je pense pas. Non, sinon on l'aurait pas Vous fait. n'avez pas confiance en vous? Si, tout à fait. Sinon, on l'aurait pas fait ni à Zelzat ni à Borgerhout. Donc, pour être clair. Donc, très clairement... Côté francophone, jamais. Hein. Oui, ça arrivera quand on aura effectivement, comme l'a dit Pierre, quand le Parti Socialiste qui a 41% des voix propose au PTB qui a 14% des voix de rentrer dans un gouvernement, il est clair que le Parti Socialiste essaie juste d'avoir un parti qui va pouvoir se mouiller avec lui dans les mesures tout à fait austéritaires et tout à fait contraires à leur programme qu'ils prennent. Et donc là-dessus, évidemment, je comprends que mon frère Germain ne puisse pas monter dans cette équipe-là en disant je vais signer pour la chasse aux chômeurs, c'est hors de question. Donc, et un peu avant, ils avaient proposé à Mons aussi qu'il y a un camarade du PTB qui rentre au niveau de la commune à Mons, mais c'est un conseil communal parmi tous les autres conseils communaux qui sont à grande majorité PS. Donc c'était surtout pour pouvoir dire, bah voilà, vous voyez justement, le PTB fait comme les autres. Et nous, on veut pas faire comme les autres. On veut être les vrais représentants des travailleurs. On veut pas leur mentir. Et donc, mais partout où il y aura un consensus sur le programme, et pas évidemment tout le programme, ça c'est une image qu'on essaie de donner de nous, mais c'est pas vrai. Il y a une vraie discussion. Je vous donne un seul exemple à Molenbeek. À Molenbeek, quand on a commencé les négociations, le Parti Socialiste est venu avec quelques points, le soir même ou le lendemain des élections, et ils disent on veut un accord dans la soirée. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on est un parti démocratique. Donc on va voir nos membres, on va discuter avec les gens pour essayer d'arriver à un programme. Mais ça, évidemment, le PS ne le dira pas que c'est comme ça qu'ils voulaient travailler. Donc là-dessus, nous, on veut essayer de travailler de manière démocratique et surtout, on veut être des représentants des travailleurs. Pierre Marage. Oui, juste ajouter un point, si vous voulez. Même quand on est dans l'opposition, par exemple, à Bruxelles, on est dans l'opposition depuis maintenant un mandat, on a réussi à faire avancer certaines mesures, comme le testing, qui est une mesure qui touche directement notre communauté, qu'on a obtenue, dont maintenant le défi essaie de porter la paternité, alors qu'en fait, quand on a posé la question à Didier Gauzoin, ministre de l'Emploi, par rapport à ses responsabilités, il a d'abord dit que ce n'était pas ses compétences, que ça ne l'intéressait pas. Et donc c'est une lutte de 1 an et demi, 2 ans, ne fait-ce que pour faire reconnaître ses compétences. C'est une lutte qui a été menée par le PTB et les associations. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, on était plus utile, effectivement, dans l'opposition que si on avait été dans la majorité. Pierre. Oui, moi je pense aussi que la façon dont le PTB fait la politique, ce n'est pas être complètement fasciné par le fait d'avoir des postes de pouvoir, des postes d'échevins, des postes de parlementaires. Tous imaginer que tout se joue dans les assemblées. Les choses se jouent aussi dans les entreprises, dans les écoles, dans les associations. Et là, le PTB est extrêmement actif. Donc le bilan du PTB, dont j'entendais Ahmed Lawedge, qui est un homme plein de qualités et très intelligent, mais dit, vous n'avez pas de bilan. Mais si on a un énorme bilan, qui est tout le bilan social, et la fonction de quelqu'un comme Raoul Edebau au Parlement a été considérable. Il a été le porte-parole des luttes et c'est une vraie influence qui se joue même de l'extérieur du pouvoir pour bloquer un certain nombre de mesures ou pour faire avancer des mesures ou même pour faire avancer les programmes des autres.
Poul est un type qui a un talent absolument extraordinaire. Mais il ne joue pas la star, il défend un programme. Comme je vous disais, ce programme du PTB, c'est un programme extrêmement solide. Et tout ce que je sais de Raoul, c'est qu'il défend ce programme-là. Il le fait avec beaucoup de talent. Mais ce n'est pas en grattant qu'on va trouver le vide derrière. Au contraire, on va trouver quelque chose de solide et le reflet des mouvements sociaux qu'il porte. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que vous aviez dit il y a quelques instants, c'est que le succès découle aussi de la révolte de gens par rapport aux problèmes de discrimination, par rapport à l'exigence de l'équité, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui explique aussi que est apparu, que ce soit en France ou en Belgique, ce mouvement des Gilets jaunes qui a traversé, comment dirais-je, les frontières entre les deux pays et qui aujourd'hui, quelque part, les gens n'ont plus honte de dire, écoutez, moi, je ne sais pas manger. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Parce que jusque-là, les gens se morfondaient entre eux, ils ne disaient pas. Et là, effectivement, il y a des journalistes qui ont dit, on a été surpris de constater que les gens nous ouvraient leurs portes facilement. Venez voir, j'ai pas de lit, j'ai pas de frigo, ainsi de suite. Est-ce que c'est aussi quelque part un élément révolutionnaire? Mais je pense que effectivement, la pauvreté touche l'ensemble, en tout cas la chute du pouvoir d'achat touche l'ensemble des travailleurs. Le fait de le déclarer, de le dire, de l'avouer, de l'affirmer. Un chiffre seulement, pendant que effectivement 5%, donc pendant que la plupart de la population devenait 30% moins riche, les 5% les plus riches en Belgique sont devenus 30% plus riches. Chaque année, il y a des dizaines de milliers, donc 12 000, 13 000 millionnaires en euros en plus. Et donc, ce qui se passe, donc en termes de pouvoir d'achat par exemple, les travailleurs ont perdu 2,3% de leur pouvoir d'achat sur 10 ans. Donc au lieu d'augmenter, malgré ce que dit le gouvernement, on diminue. Et pendant ce temps, on voit que les riches sont encore plus riches. Quand je parle des riches, je ne parle pas du notaire ou de l'avocat, je parle des 2% les plus riches. Donc il y a 9 personnes sur la planète qui possèdent la moitié de la richesse du monde. Et donc ce qui se passe, c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est aussi ce caractère scandaleux du fait que pendant que les gilets jaunes sont en train de se plaindre effectivement d'en avoir de moins en moins, ils voient qu'autour d'eux, les plus riches sont encore de plus en plus riches. Donc par exemple, on a Bernard Arnault qui a investi une partie de sa fortune en Belgique parce que en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Donc dans la Blue Tower qui se trouve à l'avenue Louise, il possède 20 milliards. 20 milliards qui ne sont pas taxés, pour lesquels il y a 14 employés. Donc en 10 ans, Bernard Arnault est devenu riche de plus de 30 milliards. Il avait 40 milliards, non 5 ans, excusez-moi. Il avait 40 milliards en 2013, il a 72 milliards en 2018. Donc, on est dans une situation où les gens voient qu'ils s'appauvrissent et que les autres sont scandaleusement riches. Et que les partis traditionnels, ils disent toujours « Ah mais non, on va se débrouiller entre nous, on va taxer un tel pour donner de l'argent à un tel, etc. » Mais c'est toujours des travailleurs qui sont taxés. Donc on est en train de faire disparaître la classe moyenne. Et donc nous, on est le seul parti qui disons de manière tout à fait juste, mais c'est pas normal. Donc pendant qu'il y a des gens qui sont de plus en plus riches, qui mènent des vies de manière tout à fait décadente. Par exemple, Bernard Arnault, il a un yacht qu'il a fait déclarer dans une île où il ne paye pas d'impôt. Son yacht, il fait 100 mètres de long. Donc on lui enlève 2 mètres, ça va changer quoi? Enfin, je veux dire, donc on est vraiment dans une situation scandaleuse. Oui, moi je rebondis sur ce que vous disiez. Moi je pense que vous avez vraiment raison. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit qu'il y a une fierté qui revient dans les milieux populaires, je dirais. Il y avait une honte, on cachait sa pauvreté, et maintenant les contrastes sont tellement scandaleux que les gens relèvent la tête. Et ça, je pense que c'est un des éléments dont le PTB peut être fier, parce qu'il est un des partis qui ont contribué à cette fierté de ce qu'on est. Donc je suis très impressionné par ce mouvement. Il faut se rendre compte, l'héroïsme de ces gens, ils sont au bord du désespoir, mais ils risquent effectivement une mutilation, ils risquent d'être éborgnés, et ils continuent à y aller. C'est ça les touches populaires. C'est très très courageux. On a connu ça aussi bien dans les luttes anticoloniales que à la Révolution française, que dans les luttes ouvrières. Dans les classes populaires, quand la dignité est en jeu, ça passe avant beaucoup de choses. Alors, la sensibilité du PTB par rapport à cette révolte, par rapport à cette situation difficile des gens, comment transformer ça en action politique? Prenons un exemple pour l'emploi. On sait que pour les personnes d'origine étrangère, par exemple, trouver du travail en Belgique, c'est pas toujours facile. À Bruxelles, c'est encore plus difficile parce qu'on exige de parler flamand. C'est pas toujours évident. La majorité
personnes d'origine étrangère sont plutôt francophones et ils parlent pas flamand. Ils essayent d'apprendre, c'est pas toujours facile. Et cette exigence-là, c'est très très difficile. Comment est-ce que vous abordez le problème de l'emploi par rapport à cette population-là? Tu fais bien de le souligner, effectivement. Donc pendant que... Gérard, oui. Toutes mes excuses, je crois que nous avons un auditeur en ligne, on va le prendre. Pas de souci. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Gabriel. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Oui, bonjour, c'est Gabriel. En fait, voilà, je voulais intervenir à propos du PTB parce que je me suis rendue à l'enterrement de Ludo Martens il y a quelques années, je crois que c'était en 2008, si je ne m'abuse, hein, peut-être que c'était avant ou après, je ne me rappelle plus très bien. Et il y avait ce jour-là énormément de personnes issues du Sub-Sahara. Donc énormément, parce que Ludo Martens avait dans le cœur donc les Africains, etc. Et puis il y a eu, je crois, un temps mort, et on a vu apparaître Raoul Edebo, qui porte assez bien le flambeau comme le portait Ludo Martens. Mais il y a quand même une question que je me pose, parce qu'il me semble que le parti, le PTB, est assez mou sur certaines choses. Quoi par exemple? Par exemple, sur la question de l'immigration et des frontières hors Europe. Quand on lui pose la question au parti, il répond, c'est vrai qu'il y a des réponses quand on connaît bien l'histoire qui sont des bonnes réponses, mais on n'est pas tout à fait satisfait de la réponse parce que il me semble, d'accord sur le fait qu'on installe des frontières à l'extérieur de l'Europe, en sachant très bien que à l'extérieur de l'Europe, les gens se font massacrer. Massacrer, ils les placent donc en Libye, or on sait ce qui se passe en Libye. Ils veulent les placer donc chez Erdogan, or on connaît exactement ce qui se passe avec Erdogan. Tout ça pour avoir la conscience tranquille. Or on sait, d'après les dernières statistiques que j'ai vues, que les États-Unis accueillent seulement 23% d'immigration et que l'Europe 20%, ce qui est vraiment moindre par rapport à tous les pays africains ou asiatiques qui accueillent énormément d'immigrés. Alors, il y avait une chose aussi que je demanderais. Un peu vite. Qu'est-ce que le porte-parole du PTB pense de l'immigration, parce qu'il me semble, quand je regarde l'histoire, que l'immigration qui était la plus meurtrière qui a existé, c'est bien l'immigration européenne. Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur qu'on fasse la même chose? Parce que les immigrés qui viennent en Europe ou en Amérique ne viennent pas avec des armes de destruction massive. Merci beaucoup pour cette intervention, madame. Nous allons laisser nos invités répondre à ces deux aspects. Le premier aspect étant la personne même de Ludo Martens avant Raoul Edebo. Je me souviens moi aussi personnellement des 1er mai du PTB, c'était à la VUB, et là il y avait des milliers de personnes qui venaient applaudir des personnalités internationales qui étaient invitées des États-Unis, d'Afrique du Sud, ainsi de suite, et pas un mot à la radio ni à la télévision, alors que Diroupo devant 20 personnes quelque part à Mons, la télévision en parlait pendant 48 heures. Voilà, il y a cet élément-là et puis le problème de l'immigration que pose madame. Donc, il y a quand même une fois un mot à la radio de notre 1er mai quand on a invité Winnie Mandela. Que là, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Mais effectivement, donc Ludo Martens, donc l'ancien président du parti, a toujours eu à cœur, comme l'ensemble du parti, de quand même
redorer le blason de la participation belge à la vie au Congo, puisqu'effectivement, comme étant une ancienne colonie, donc nous on trouve qu'en tant que parti progressiste et qu'on a une certaine responsabilité en fait par rapport à la décolonisation. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, on a trouvé toujours très important de participer du mieux qu'on pouvait à l'amitié entre les peuples avec le Congo. Raoul Edebo lui-même a passé plusieurs années d'ailleurs au Congo. Et donc là-dessus, effectivement, la position du PTB est très claire. D'ailleurs, j'invite Gabriel à relire les 4 derniers points du programme régional qui sont sur la collaboration internationale, où notre position est assez claire là-dessus. Et donc, là, je dois dire que on ne soutient évidemment pas l'expulsion des réfugiés en Turquie ou en Libye. On est plutôt pour la liberté de déplacement des gens, comme d'ailleurs l'Europe a signé pour la liberté de déplacement des marchandises et des capitaux. Mais effectivement, donc on fait des propositions concrètes pour que l'accueil qui soit fait aux réfugiés soit un accueil humain. Et d'ailleurs, le PTB a aussi participé avec les associations à l'aide à l'accueil des réfugiés donc qui étaient autour de la gare du Nord ou autour du parc Maximilien. Et je dois vraiment féliciter le travail des citoyens qui a été fait par rapport à ça, face à un gouvernement qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Oui, moi je dois dire que l'engagement du PTB sur la question démocratique et en particulier la question de l'immigration qui me tient beaucoup à cœur, des droits des sans-papiers, des droits d'asile, etc., est une de mes motivations pour avoir accepté de me présenter sur les listes du PTB, parce que c'est un engagement que je connais de manière constante et forte. Et je vous rassure, le PTB n'a évidemment pas à son programme les camps de concentration qui sont installés en Libye Madame ou en Turquie. dit que c'est plutôt une conséquence du fait de l'acceptation de cette politique de, comment dirais-je, les frontières extérieures extrêmement dures. Et donc, on empêche cette immigration-là en les parquant dans des pays pas du tout démocratiques. C'est un peu... voilà. Donc, le PTB est extrêmement ferme sur le fait d'accueillir les réfugiés et d'accorder le droit d'asile et de le faire dans des conditions respectables, rapidement, que les choses soient clarifiées rapidement pour les personnes qui viennent demander le droit d'asile. Le PTB dénonce aussi le fait que la politique des multinationales et des gouvernements jette les gens sur les routes et sur les mers. Parce que l'exploitation qui règne dans ces pays, parce que les changements climatiques qui vont dévaster, notamment les pays d'Afrique saharienne, ma belle-fille est béninoise, donc je suis comme sensibilisé à cette question-là, c'est la politique des multinationales qui est la cause fondamentale de ces mouvements. Donc, première chose, premier élément de réponse, c'est la lutte du PTB contre les multinationales, notamment sur la question climatique, est un élément tout à fait essentiel pour stabiliser la question dans le monde. Deuxièmement, le PTB a été le seul parti qui ait refusé l'intervention en Libye. C'est quand même essentiel que nous ayons au Parlement des gens qui ne sont pas alignés sur les Américains, les gouvernements européens, pour aller précipiter dans des catastrophes encore pires que la situation où ils étaient, les pays hors de l'Europe. Et puis pour ceux qui sont les gens qui sont ici, pour les sans-papiers, le PTB veut effectivement une régularisation selon des critères clair et objectif, et le PTB a comme position qu'après 5 ans de séjour légal, de toute façon, toute personne qui se trouve en Belgique doit obtenir la nationalité belge. C'est un programme qui est très ouvert, mais ce n'est pas un programme seulement d'accueil, c'est aussi un programme de lutte contre la cause des malheurs qui frappent le monde entier, et en particulier l'Afrique. Là, vous avez abordé le problème de l'immigration, mais en termes d'emploi, comment est-ce que ce problème peut être abordé par vous, par le PTB, hein, je vais essayer de rattacher ça avec un élément qui semble, en tout cas, se dégager de votre programme. La place de l'environnement est assez forte dans le programme du PTB. Or, certaines entreprises, certains ouvriers craignent que des mesures environnementales ne leur causent aussi préjudice. C'est-à-dire qu'on ferme
ferment des usines. La Belgique produit quand même beaucoup d'automobiles, hein, VW, ainsi de suite. Et lorsqu'on les ferme parce que les gens ne veulent plus de diesel, c'est quand même des ouvriers qui, pour leur gagne-pain, c'est un problème. Il y a une, comment dirais-je, il y a une difficulté à faire coexister ces besoins-là du respect de l'environnement et l'exigence quelque part il faut que les gens travaillent. Donc d'un point de vue global, effectivement, les travailleurs ont raison d'avoir peur en général parce qu'à la moindre menace de baisse de bénéfices, de dividendes, c'est les travailleurs qui payent et qu'on met dehors. Toujours. Donc que ce soit pour des raisons climatiques ou souvent malheureusement pour des raisons capitalistes. Mais donc c'est pour ça que nous plaidons pour un plan de transition climatique qui soit aussi juste et social. Donc effectivement, on n'est pas du tout pour la politique qui aboutit à laisser les multinationales polluer la planète et à faire payer l'automobiliste parce qu'il a une voiture qui est un peu trop vieille. Donc ça, on trouve ça un peu facile. Et donc on est vraiment pour un investissement massif dans la transition climatique. Et donc dans notre programme, on verra que nous, on propose un programme de 10 milliards. Et que ce programme de 10 milliards sera financé par une banque d'investissement qui sera elle-même financée par un impôt sur la fortune et par aussi la lutte contre la fraude fiscale, par le fait de mettre fin aux niches fiscales qui permet aux entreprises, aux 50 plus grandes entreprises de Belgique de ne pas payer d'impôts. Donc j'ai donné l'exemple de Bernard Arnault par exemple qui est assez grave. Et par rapport à l'emploi dans la communauté subsaharienne, effectivement la situation est très grave. Donc et de l'emploi et de l'enseignement qui devrait qui devrait aboutir à l'emploi. Et donc on est pour des critères clairs en termes de diversité dans les entreprises. Donc on est pour un système où on pourra dire à une entreprise, vous devez vous débrouiller pour avoir un certain nombre d'employés qui viennent de la communauté, donc pour pouvoir continuer à travailler sans avoir de sanctions ou de problèmes. Alors évidemment, on se pose la question de la formation. Et donc pour la question de la formation, la seule solution, c'est de financer l'enseignement. Donc il faut savoir qu'on est vraiment, et ça Pierre pourra nous le dire parce qu'il est lui-même ex-professeur, donc on est vraiment dans le bas du panier au niveau européen, quoi. Donc on n'est pas 15e ou 19e, on est 23, 24, 27e. J'ai regardé votre programme. Oui. Dans la plupart des domaines qui vous intéressent, le financement est obtenu très souvent par des taxes. Par des taxes, par exemple, sur les riches. Hein, une taxe. Oui, mais encore une fois, c'est-à-dire que pour pouvoir dégager l'argent, ça passe par des taxes. Et ça, c'est peut-être un problème. J'aimerais aussi, à côté de ça, c'est parce que j'essaie d'aller vite, que vous m'expliquiez un élément que je n'ai pas bien compris en lisant un tout petit peu votre programme, c'est que vous ne voulez pas de la taxe carbone. Et là, je ne comprends pas, parce que quelque part, ces entreprises qui polluent, il faut quand même quelque part qu'ils payent. Alors, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous faites cohabiter cet élément-là, pollueur, mais pas de taxe carbone? D'abord sur les taxes. Il y a taxes et taxes. La ligne du PTB n'est pas de taxer les travailleurs, les petites gens, les gens qui ont des difficultés, qui sont dans les milieux modestes, les petits indépendants, etc. C'est d'aller chercher de l'argent dans la grande fraude fiscale, pour commencer, qui sont des masses considérables, et d'autre part en taxant au niveau de 1%, un malheureux %, les 120 000 Belges qui sont millionnaires en euros. Hein. C'est pas en francs belges, en euros. Donc ce sont des taxes extrêmement différentes. Nous ne voulons pas de taxes punitives. Nous ne voulons pas de taxes, par exemple, sur le diesel. Évidemment, il faut diminuer la consommation du diesel et d'une manière générale la voiture, mais ce n'est pas en punissant les gens qui ne peuvent pas faire autrement, en leur faisant payer une taxe à eux, qu'il faut réaliser ces diminutions du diesel. Ça, c'est un premier élément de la réponse. Oui. De l'autre côté, un pays comme le Congo, qui a une vaste forêt, et donc qui purifie l'air, aimerait toucher quelque chose de la taxe carbone que vous ne voulez pas. Alors on ne comprend pas. La taxe carbone, si c'est pour que ça tombe sur les gens, sur les individus, c'est une chose. Par contre, qu'on fasse payer les multinationales et les très grandes entreprises capitalistes, ou toutes que représente la pollution qu'ils génèrent, toutes pas seulement pour le court terme, mais aussi pour le moyen terme, pour la santé, pour les dégâts climatiques qui vont se produire, ça, nous sommes tout à fait favorables. Donc la lutte contre les multinationales est intimement liée avec la lutte climatique et avec la justice sociale. Si on prend l'exemple du Congo, justement, donc le Congo rapporte 200 milliards d'euros par an aux multinationales.
Donc, est-ce que vous trouveriez juste que celui qui a une voiture ici, ou celui qui a une petite entreprise, comme moi par exemple, je paye cette taxe carbone pour aider le Congo? Donc c'est ça qui est pas juste, c'est qu'effectivement, il y a impôt et impôt. En Belgique, c'est le paradis pour les riches. Donc ça veut dire effectivement, nous on est pour une diminution des impôts et une augmentation du pouvoir d'achat pour les travailleurs et les entreprises, et les petites entreprises et les PME. Donc on a un point très clair aussi sur la question des PME. On ne va pas leur faire payer plus de taxes, mais moins de taxes. Mais par contre, effectivement, on ne trouve pas juste qu'effectivement ceux qui en profitent le plus, à savoir les 50 plus grandes entreprises de Belgique, ne payent rien. Donc elles sont extrêmement responsables. Et puis on a un problème aussi avec un gouvernement qui privatise par exemple les transports publics et qui fait en sorte que ce soit plus cher et qui en même temps va nous faire payer le travailleur quand il prend sa voiture. Donc nous on est pour le transport en commun gratuit. Alors à ce moment-là on pourra réfléchir comment on doit faire en sorte que les gens ne prennent pas leur voiture. Donc on va faire les deux. Ça n'a pas beaucoup marché à Hasselt. Par contre, ça a très bien marché à Dunkerque. Ailleurs, oui. Oui, voilà. À Dunkerque, j'ai pris le bus, c'était gratuit. Voilà. À Hasselt, ça n'a pas marché. Voilà. Au Luxembourg, juste à côté de chez nous, par exemple. Et donc, pourquoi l'expérience belge n'a pas marché? Ah, ça, je ne saurais pas vous répondre, vraiment. Je pense surtout qu'il faut qu'il y ait une volonté, effectivement, du pouvoir, déjà de montrer l'exemple. Quand on pense qu'on a parlé, lors de la première manifestation des jeunes dans la rue par rapport à la transition climatique, au JT, on a fait parler un spécialiste, soi-disant, pour dire que ça n'allait pas marcher. Donc, au lieu d'aller faire parler ces jeunes, pour leur dire pourquoi il faut qu'on trouve une solution. Donc, parce que si ça ne marche pas, ben on va tous payer, hein, comme je l'ai dit, par rapport à la santé, par rapport au cancer, tout ce que ça coûte à la sécurité sociale de devoir soigner ces gens qui sont les premières victimes de la pollution, ben ça aussi c'est de l'argent qu'on doit payer. En tout cas, merci beaucoup à nos deux invités du PTB. Ils vont nous rappeler le numéro de leur liste d'abord et leur place sur les listes du PTB et peut-être un tout dernier mot pour rappeler à nos auditeurs qu'il serait peut-être intéressant de penser aussi à ce parti, le PTB. Voilà, la liste numéro 12, c'est très simple. Nous sommes un parti national, donc aussi bien en Flandre qu'en Wallonie qu'à Bruxelles. Un seul numéro pour le pays entier. Nous sommes le seul parti national, PTB, PVDA. Et donc je pense que le vote pour le PTB, et c'est ce que je mets dans ma communication électorale, est le vote le plus utile, parce que c'est un vote qui va relayer les luttes qui vont se dérouler à tous les niveaux, encore une fois, anti-impérialiste, social, climatique, environnemental, avec des relais fiables et qui ne sont pas seulement présents parmi vous le jour ou le mois qui précède l'élection, mais tout au long de l'année, dans les organisations, dans les associations, dans les syndicats, etc. Voilà pourquoi moi je pense que c'est un vote véritablement utile que le vote PTB. Donc effectivement, moi je suis 61e sur la liste régionale, donc Gérard Mugango, à Bruxelles, liste 12. Et donc effectivement, je rejoins là-dessus Pierre, effectivement, donc on fait croire que le vote PTB ne serait pas utile, alors qu'en fait, objectivement, depuis des dizaines d'années, le vote pour les partis traditionnels n'est pas utile, puisqu'en fait, sur tous les aspects, la situation est pire qu'avant. Et donc je m'engage, comme Pierre et comme tous les membres du parti, à être présent, non seulement maintenant, mais aussi dans chaque commune et dans la plupart des entreprises, à être présent pendant toutes les années futures, et que s'il y a des gens qui veulent intervenir, comme Gabriel l'a fait aujourd'hui, sur des questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils peuvent tout à fait contacter les membres du PTB et participer d'ailleurs aussi à l'effort. On a besoin de gens, on a besoin de spécialistes, on a besoin de gens du terrain pour nous aider à effectivement faire entendre la voix des travailleurs dans ces parlements dans les 6 prochaines années. Merci beaucoup.